Bienvenue sur le podcast Limerté. Je suis Clémentine et je vous partage des histoires ordinaires de femmes extra. Ces dernières années, j'ai écouté de nombreuses heures de podcasts sur la maternité. Mais j'ai rarement entendu la voix de mères qui me ressemblent. Ces mères que je croise à la crèche, avec un autre enfant dans les bras, qui font les courses entre deux réunions, qui ont toujours une to-do list en tête et qui prennent leur douche la porte ouverte. La liberté, c'est la liberté d'être mère comme on l'entend, parfois un peu bancale, en équilibre entre ce qu'on voudrait faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on fait vraiment, entre ce que dit la théorie, ce que suggère l'entourage et ce qui nous correspond profondément. Plongez avec moi dans ces histoires de liberté, des histoires un peu ordinaires de femmes extra qui sont mères du mieux qu'elles peuvent. Salut Ellie. Salut. Je suis ravie de t'accueillir Moi sur aussi. le podcast. Enfin d'ailleurs c'est toi qui m'accueilles dans ton espace. Pour commencer je vais te laisser te présenter, nous dire ce que tu veux nous dire sur toi. Ok, alors j'ai réfléchi pour cette question. J'ai décidé de commencer par dire que je m'appelle donc Ellie, j'ai 34 ans, je suis mariée depuis bientôt 10 ans et ça fait aussi partie de qui je suis. J'aime le sport, j'aime l'aventure et j'aime beaucoup la lecture aussi. Après, sur mon chemin de maternité, parce que ça me définit aussi maintenant, j'ai un petit garçon de 3 ans et demi et j'ai aussi une grossesse arrêtée l'année dernière. Et professionnellement, je suis praticienne en médecine chinoise, je suis doula, donc j'accompagne les futures mamans, les jeunes mamans, mais aussi toutes les femmes en général. Et je suis prof de yoga pré- et postnatal, donc je suis entourée de femmes souvent en période périnatale et j'adore ça. Comment ça a été d'être entourée justement de femmes dans ces sujets-là et d'avoir une grossesse arrêtée ? Ça n'a pas été facile et en même temps ça a été très réconfortant de voir que la vie continuait, qu'il y avait plein de petites lumières qui décidaient de venir. Mais si je dois faire une confidence, tu vois là, je suis à mon retour de vacances où j'ai pas vu de femme enceinte pendant 3 semaines ou peu. Et j'avoue que là, le retour peut être un peu difficile face au fait que pour l'instant, un bébé décide pas de nous rejoindre. C'est vrai que je me rends pas forcément compte quand je suis dedans que je suis en contact de beaucoup de bébés et de femmes. Merci de partager ça. Et effectivement, tu es en contact de beaucoup de femmes, mais en fait, tu fais 1000 choses. Dans ta description, là, tu nous as expliqué un peu tout ce que tu faisais. Comment tu arrives à jongler entre tout ça, justement ? Parce qu'il y a toutes tes casquettes professionnelles, dont tu nous as parlé, le yoga, l'accompagnement de doula, et on sait que c'est varié. La médecine traditionnelle chinoise, mais à côté de ça, tu l'as dit, t'es mariée depuis 10 ans, donc je suppose que tu as une vie de couple. Oui. Tu es maman d'un petit garçon de 3 ans et demi et ça demande du temps et de l'énergie. Comment tu fais pour gérer tout ça au quotidien ? Eh ben, je jongle mal, j'y ai réfléchi, et vraiment, il y a souvent une balle en l'air et les 3 autres ou 4 autres au sol. Okay. Je n'arrive pas à tout concilier, si je dois être honnête. Souvent, je mets beaucoup de mon énergie dans un truc. Je vais être à fond dans mon travail, puis après à fond dans ma vie de femme, puis après à fond dans ma vie de mère. Mais du coup, j'en laisse un peu sur le côté parfois, à des moments. C'est périodique, donc, tu vas faire une semaine à fond sur les mamans que tu accompagnes et puis tu vas te rendre compte du déséquilibre et du coup tu vas switcher ou comment tu... Non, c'est plutôt au sein de ma journée où je suis à 100% sur chaque tâche. Mais c'est vrai que ça demande quand même un équilibre et je trouve qu'en tant que doula, souvent c'est un métier qui demande d'avoir quand même un espace mental pour prendre soin des femmes même à distance, pour penser à elles et tout. Et du coup dans mon fonctionnement c'est pas facile. Parce que quand je suis à fond doula, je le suis. Mais par contre, quand je suis à fond maman, il faut que j'ai un petit bout de doula quand même. Donc c'est tout un apprentissage, mais ça va quand même. Après, je trouve aussi que le statut d'entrepreneur, ça crée un peu aussi le fait que je sois la première personne à m'adapter aux besoins de ma famille, aux imprévus et tout. Et du coup, je trouve que ça rend le jonglage d'autant plus difficile, ou en tout cas, je suis sur un monocycle, quoi, en plus de jongler. Donc c'est un équilibre particulier. Ouais, parce que ton mari est salarié, du coup ? Non, en réalité, il est aussi entrepreneur. Donc il pourrait s'adapter aussi, mais il est moins flexible que moi. Et du coup, il a une activité moins... Ouais, il a plus de contraintes horaires, on va dire, et ce genre de choses.
Mais ce qui m'a permis de me rappeler il n'y a pas si longtemps que ça, et je l'ai noté sur une des petites phrases qui m'accompagnent, que mes besoins sont aussi importants que ceux de ma famille. Et ça, je trouve qu'en devenant mère, on a tendance à l'oublier. Tout à fait. Je pense que c'est moi, ce qui m'a le plus marqué de mes 2 postpartum, de dire c'est génial de vouloir s'occuper de son enfant et de tout faire pour son enfant et de faire tout au mieux pour eux, mais on est tout aussi important. Et on l'oublie très souvent. Ouais, c'est sûr. Puis outre les enfants, les conjoints, les conjointes, la famille plus ou moins proche, je trouve que certaines femmes, dont moi, ont tendance à se faire passer vraiment loin derrière, quoi. Ouais. Donc c'est important de se rappeler ça aussi. Ouais. Tu fais quoi aujourd'hui quand tu te rends compte que tu t'es un peu oubliée ? Souvent je m'isole déjà, je commence par m'isoler pour me recentrer, pour retrouver ce qui m'anime moi. Et ça suffit souvent à me permettre d'avoir de l'air pour planifier quelque chose qui me fait du bien ou apprendre à dire non. Ça, c'est un vrai sujet. Ça, c'est dur. Hein. Ouais. Franchement, ça, je trouve que c'est super dur. Alors que nos enfants le font bien. Oui. Dire non. C'est vrai, ça, 2-3 ans là. Ils devraient peut-être nous coacher là-dessus. Ouais. Tu disais qu'en tant qu'entrepreneur, c'est souvent toi qui gères les imprévus, ou donc les imprévus, ça peut être un enfant malade, une maîtresse absente, un rendez-vous de médecin, voilà. Quel impact t'as l'impression que ça a sur ton activité, toi aussi ? Qu'est-ce que ça peut être la solution, ou en tout cas une piste pour justement rééquilibrer un peu ça ? Alors, quel impact je pense que ça a sur mon activité ? Je pense que je suis une moins bonne doula quand j'ai des imprévus à gérer. Pour ce qui est de la médecine chinoise, soit j'annule des créneaux, mais en général, j'arrive à les reporter. Et ça ne nuit pas à ma présence aussi bien mentale que physique. Pour le yoga, c'est pareil, mais c'est vraiment, je trouve que ça vient impacter quand même ma compétence en tant que doula. En réalité, je pense que ça a peu d'impact, mais parce que je me mets une pression de fou à tout faire rentrer dans la même journée ou la même semaine. Et du coup, c'est sur moi que ça a beaucoup d'impact, sur mon sommeil, sur mon temps libre, entre guillemets, ou mon temps pour respirer. Je pense que ça a de l'impact aussi sur notre dynamique familiale, parce que du coup, je travaille souvent les soirs dans ces moments-là. Je suis moins disponible, comme je le disais, quand je donne à une casquette, je prends à l'autre. Du coup, j'ai souvenir quand je gardais mon fils malade de ne pas lui donner beaucoup parce que j'avais plein de trucs à faire et du coup, voilà, ça vient chambouler un peu tout ça. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit différent ? Déjà, je pense que moi, il faudrait que j'apprenne à demander plus, de soutien, plus de relais à ma mère, à mes beaux-parents, etc. Et que j'assume aussi que ma journée est full et que si on a 2 journées full, et en fait, ça va être une fois sur 2 et ça va pas être que à moi de tout changer. C'est ce que j'avais commencé à initier. Enfin, l'hiver dernier, on avait passé un hiver un peu pourri quand même, de septembre à janvier, non même février. On n'a quasi jamais eu une semaine fluide, donc c'était lourd, même si c'était rien, mais c'était quand même pénible. Et du coup, je me souviens sur quelques jours où j'avais pas, ça me coûtait pas beaucoup d'adapter, je l'ai fait, mais il y a eu des jours où j'ai dit en fait là non, je ferai pas, donc va falloir que quelqu'un se bouge. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu l'as fait ? Mon mari du coup a pris le relais, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a moins cet automatisme, en tout cas dans ma dynamique familiale, de l'autre côté quoi. Mais j'ai l'impression que c'est un peu général quand même. Oui, je trouve aussi. Alors d'autant plus quand il y en a un des deux qui est entrepreneur et pas l'autre. J'avais lu, je sais plus dans quel bouquin c'était, je rechercherai, mais la mère qui en parlait et qui disait qu'elle en avait marre de gérer tous les rendez-vous médicaux et qu'elle avait décidé que en fait son fils il est malade, mais tant pis, en fait c'est pas elle qui va le gérer. C'est le combat féministe se gagne devant la période d'install, je crois. Exactement. Pour les otites. Pour les otites, c'était une otite, tout à fait. Et donc elle a laissé son conjoint gérer, et je me souviens plus des détails, mais bon, en gros, il a fallu longtemps avant que le conjoint prenne le rendez-vous, et puis d'emmener l'enfant au rendez-vous et tout. Alors, il y a effectivement le sujet de dire, oui, mais dans l'histoire, c'est quand même l'enfant qui subit, mais en même temps, il suffit d'une fois, et puis après, l'équilibre est possiblement rétabli, quoi. Mais c'est vrai que c'est dur.
C'est un combat que j'avais mené longtemps avant d'être mère. Ouais. Cette histoire de parité, ou en tout cas d'équilibre qui convienne à toutes et à tous. Et j'avais décidé, avant d'être mère, de plus faire, en fait. Quand je trouvais que je faisais trop quelque chose, j'arrêtais. Donc j'avais arrêté de faire à manger, j'avais arrêté de faire le ménage, et j'avais arrêté de préparer ses affaires quand on partait ensemble. Et du coup, je trouve que vraiment, à cette époque, ça m'avait servi parce que c'était hyper extrême. C'est, je trouve, toujours hyper extrême. Mais après, ça permet de remettre à plat et qu'ils se rendent compte aussi des contraintes que je vivais, de ce qu'il y avait à faire. Et ça a permis vraiment qu'ils prennent sa part dans pas mal de choses. Mais maintenant, hier, j'avais une cliente en médecine chinoise qui me partageait ça, que son conjoint avait pas gérer le cadeau des maîtresses, le cadeau de la crèche, le machin, enfin tout ça. Et c'est vrai que maintenant qu'il y a un enfant au milieu, j'y réfléchissais et je me disais que je suis pas sûre d'arriver à pas plus faire à manger, à pas préparer un cartable qui potentiellement desservirait mon fils, à déserter même, enfin pour le laisser face à ses responsabilités. Je trouve que c'est plus c'est différent, c'est plus difficile. Bah ça n'engage plus que nous quoi. Ouais, voilà. D'avoir une autre responsabilité. Tu avais partagé sur les réseaux sociaux un tableau avec toutes les tâches globalement du quotidien. J'avais été vraiment, j'allais dire choquée, mais ouais, vraiment estomaquée de toutes les tâches qui avaient été listées. Et je me dis, mais oui, en fait, on se rend pas compte, mais c'est des trucs qui prennent 2 minutes par jour, mais en fait, 2 minutes plus 2 minutes plus 2 minutes. Et je crois que ce qui m'avait le plus marqué, c'était les vêtements, les mettre sur Vinted, et puis racheter les vêtements, et puis machin, et trier et tout. Et ça, je me dis, mais ça, je crois que c'est un sujet. Je vois les caisses de vêtements chez moi, et à chaque fois, je me dis, faut que je les trie et tout. Et maintenant, à chaque fois, je me dis, faut que je les trie. Je me dis, attends, non, on doit les trier. C'est pas moi qui dois les trier. On doit les trier et décider ce qu'on en fait. D'ailleurs, la dernière caisse de vêtements, on a dit, la flemme de mettre sur Vinted, on va tout donner. Et c'est aussi bien. Mais voilà, du coup, c'est vrai que c'est de dire, tant pis, on lâche, quoi. Ouais. On lâche, et puis on fait autre chose. C'est pas facile de le faire tout le temps. Je trouve sur les tâches un peu aussi, ça dépend du contexte, mais je me souviens quand là, pendant mon deuxième postpartum, j'étais dans une phase compliquée et de dépression, et je me souviens de mon conjoint qui disait, mais en fait, t'es pas obligé de faire à manger tous les jours, on peut manger des pâtes 4 jours à la suite, et c'est pas grave, quoi. Et les filles, Yael en l'occurrence, elle sera très contente, et on s'en fiche, quoi. Et ça m'avait vraiment coûté de me dire, vraiment, mais l'alimentation chez moi, c'est un truc hyper important, et j'aime ça en plus cuisiner, mais... Et un jour, je me souviens où vraiment je me suis dit, la flemme, j'ai pas envie, tant pis, je le fais pas. Effectivement, on a mangé des pâtes et tout le monde était très content et on s'en fiche quoi, mais je trouve ça presque dommage de se dire, il faut que quelqu'un nous donne la permission de ne pas le faire quoi. Et alors que nous, notre copine serait dans cet état-là, on serait la première à lui dire, je le fais pas quoi. On devrait être notre meilleure amie, mais bon. Et oui, c'est dur parfois. C'est tout un chemin. C'est dur, ouais. Ça rejoint la phrase, mes besoins sont tout aussi importants que ceux de ma famille. Ton fils aujourd'hui, du coup, il a 3 ans et demi, tu disais. Ouais. C'est comment le quotidien avec un enfant de 3 ans et demi? Moi, j'adore. Okay. Je trouve que, depuis c'est peut-être 2 ans et demi, 3 ans, je trouve que c'est vraiment super. L'entrée à l'école a été dure, donc c'était en septembre dernier. A été dure, il était petit, il avait du coup moins de 3 ans. Et pour lui, c'était vraiment intense émotionnellement et pour moi aussi. Mais je vois qu'avec l'école, il a aussi appris à respecter des limites, aux règles de bien vivre en société et tout. Et du coup, je trouve qu'on est super en fait en famille tous les trois. Il y a du respect, il y a du jeu, il y a de la communication. Et en tout cas, personnellement, j'adore cette phase-là. Trop bien. C'est agréable d'avoir un bon retour sur l'école. Pas dans le sens où il y a toujours des mauvais retours, mais souvent on met quand même tout de suite en face de l'école le fait qu'ils rentrent dans des casques, c'est le début de pas de patrouille et compagnie, quoi. Et de tout ce qui est genré et tout ça. Et même si c'est sûrement vrai, je trouve ça agréable d'avoir un retour. Voilà, tu dis aussi que ça apporte de la sérénité presque en fait, dans ta famille, quoi. Ouais, pour nous, vraiment, je pense que ça a été le cas. Après, oui, il y a des... de toute façon... rien du tout. Ouais, c'est ni tout blanc, ni tout noir. Mais en tout cas, personnellement, je suis fan de l'école dans laquelle il est, de la manière dont il est accompagné.
Là, on était en Normandie et donc on voyait la guerre, donc on a essayé de lui expliquer un petit peu. Et donc, il a dit, ah bah oui, mais eux, ils sont sûrement pas fait la marelle des émotions. Donc, c'est trop mignon. À gérer les conflits. On a dit, oui, sûrement, oui, la marelle des émotions. Il faudrait une marelle des émotions dans tous les... Ouais, dans tous les pays. Ouais, c'est ça. Trop bien, j'adore, trop mignon. Donc, ouais, c'est trop chou. Et donc, tu dis que t'aimes bien cette période de 3 ans et demi. Ça a été laquelle la période la plus difficile pour toi par rapport à ton enfant? Pour moi, ça a été de sa naissance, une semaine après sa naissance c'est 1 an et demi, je pense. 1 an et demi. Ça a été vraiment, enfin pour moi c'est le postpartum à peu près immédiat et postpartum en général et ça a été dur. Je le revivrai avec plaisir maintenant, mais ça a quand même été très dur. Qu'est-ce qui était difficile? Il y a beaucoup de choses. Pour moi déjà l'incertitude de tout, la découverte de la culpabilité maternelle, de qu'est-ce que je fais de cet enfant, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal, et je ressentais vraiment que c'était l'être le plus pur que j'avais jamais vu et j'avais l'impression de l'abîmer à chaque fois que je faisais quelque chose, même si c'est pas forcément vrai, mais je savais que ça avait de l'impact ce que je faisais, donc ça j'ai vraiment trouvé ça dur. Ensuite le deuil de la vie d'avant. Je pense que j'étais dans le déni de ce qui aurait pu... dans ma tête de femme naïve. Le postpartum, c'est 3 semaines, 4 semaines, bon allez, peut-être 6 maxi. Puis après, basta, c'est bon, c'est réglé. Tu as ton corps d'avant, t'as ton agenda, tes copines, ton petit cours de sport, et puis voilà. Et là, je me suis dit, ah mais en fait, jamais de la vie, rien de tout ça ne va se passer comme avant. Et maintenant, c'est complètement ok, je changerai jamais ce que ma vie actuelle. Mais ça a été un chemin quand même de me dire, ah ouais, là, c'est un vrai switch, quoi. C'est pas juste une petite parenthèse. Donc ça, on a trouvé tous les deux ça très dur. Même au niveau de la dynamique du couple amoureux, où on avait beaucoup de loisirs ensemble. Et je pense que c'est ce qui nous soudait aussi. Et puis là, du coup, on devenait plus une équipe face au quotidien. Et c'est pas trop un truc qu'on connaissait bien et dans lequel on était bon. Donc ça a été du boulot. Plus ma fameuse guerre à l'équité, en tout cas, ou à l'équilibre. Ça n'a pas aidé. Ouais. Et en même temps, c'était important de le faire à ce moment-là, pour moi. Et enfin... je sais pas si c'est enfin ou si c'est la chantilly autour des fraises, mais en tout cas le sommeil, le manque de sommeil qui rend tout, je trouve plus sombre, plus brumeux, plus je crois que c'est sombre et brumeux que je dirais. Du coup ça je l'ai vraiment mal vécu, au moins au début, au moins les 6 premiers mois. Après je sentais que la fatigue était là mais que j'étais déjà un peu moins dans le brouillard. Mais ça, j'ai quand même trouvé ça vraiment dur. Ouais, c'est clair que le manque de sommeil, c'est vraiment... ça exacerbe tout, quoi. Ouais. De toute façon, c'est ça, moi je trouve les matins où je me réveille, je me dis, ah, j'ai plutôt bien dormi. Waouh, la vie est beaucoup plus facile aujourd'hui. Ouais. C'est vraiment, ça se joue à pas grand-chose, quoi. Mais c'est dur. Ce sujet d'être une équipe plutôt qu'un couple, je trouve que c'est vraiment, ça revient souvent et c'est... On a beau se dire, comme tu dis, ma vie ne va pas changer, c'est juste quelque chose en plus, et on continuera d'aller faire de l'escalade ou je ne sais quoi et tout, et en fait, c'est un énorme chamboulement et... Ouais, ça se cultive, ça s'entretient, quoi, le couple. Hein. C'est sûr. Mais sûr. Tous les jours. Ouais. Tous les jours, et pas juste les 6 premières semaines, quoi. Ouais, presque, je trouve que les 6 premières semaines, c'est presque le plus facile, puisque le bébé est tout petit, t'es un peu collé comme ça, et puis voilà, mais après, c'est quand un rythme commence à s'installer, c'est dur, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord. Puis nous, on a essayé de lutter longtemps contre ça, contre le fait que on n'irait plus à l'escalade ensemble. Donc ça a été, au début, je me souviens de ces déceptions à chaque fois, on essayait un truc et on se disait, ah non, mais en fait, ça, c'est mort, ça sera plus dans ce schéma-là, quoi. Donc cette période était difficile. C'est rude. Qu'est-ce que tu aimerais te dire au lendemain de ton accouchement ? Déjà, j'aimerais m'honorer vraiment, me dire que j'ai fait un boulot de dingue, et que je mérite pas d'être encensée ou d'être sur un podium, mais juste d'être
coucounée, cajolée, d'être maternée, qu'on prenne soin de moi en fait. Et tiens d'ailleurs, hier on discutait avec une sage-femme qui s'appelle Charlotte sur Lyon, et elle me disait, pour moi, les premiers mois de vie du bébé, les besoins du bébé tournent principalement autour de la mère, mais du coup le rôle du père, c'est pas forcément de prendre soin des besoins du bébé, mais c'est de prendre soin des besoins du bébé à travers la mère, et donc de prendre soin de la mère. Et qu'il n'y a pas de négo à ça, il faut faire ça, c'est tout. C'est ça. Et je me disais, mais ouais, en fait c'est ça, c'est que finalement tout, entre guillemets, ce village dont on parle parfois, ou en tout cas les proches, j'aurais aimé me dire, tes proches là, il faut qu'ils soient là pour toi, et ça serait bien qu'ils soient là pour toi, et que tu arrives à leur faire comprendre ça. Oui, oser demander quoi. Ouais. Oser demander, oser assumer de là je vais faire une sieste, là j'ai besoin que tu m'apportes de l'eau. Donc je me serais bien dit ça. Et je me serais aussi dit que je m'apprêtais à vivre une des périodes les plus chamboulantes de ma vie, et que j'avais le droit d'être vulnérable, d'être incertaine, et que ça faisait aussi partie de qui j'étais, que j'avais pas besoin d'être forte pour tout le temps, et que cet état n'était pas infini, que tout est muable, et qu'au bout d'un moment on trouve sa voie, son équilibre. On traverse. Ouais. Le rôle des proches, je me souviens quand pour ma première grossesse, je parlais allaitement avec une doula et avec mon conjoint. Et mon conjoint questionnait la doula en disant comment je peux participer à l'allaitement. Et la doula avait dit, ta femme va nourrir ton bébé, tu peux nourrir ta femme, et à travers ta femme, tu vas nourrir ton bébé. Et ça m'est vraiment resté de dire, mais oui, en fait. Et effectivement, après, du coup, dès qu'on se demandait quoi manger, je disais, fais-moi un truc bien, c'est pour le bébé. Mais il y avait vraiment ce truc de dire, en fait, même dans l'allaitement qui est effectivement très fusionnel, maman-bébé, le père ou n'importe quel proche peut vraiment soutenir juste en préparant quelque chose de bon à manger, par exemple. Ouais. Soutenir le duo. Ouais, soutenir le duo. Au fur et à mesure que nos enfants grandissent, on grandit aussi en tant que mère, et tu l'as très bien dit juste avant, la première année et demie n'est pas du tout la même que ce que tu vis maintenant. C'est quoi, en ce moment, ton défi de mère ? Je l'ai expérimenté pas mal pendant mes vacances. En fait, finalement, c'est en lien avec mes besoins, mais c'est respecter mes limites et les faire respecter. Je m'en rends compte que souvent, j'ai tendance à ne rien dire, à monter doucement en cocotte minute, mais tranquille, ça prend plusieurs jours, semaines. Mais après, je deviens un peu plus sèche, et puis il y a un moment en fait où j'explose, et je trouve que c'est pas, en tout cas moi ça me correspond pas, je trouve pas ça juste pour tout le monde, et je vois mon mari lui arriver avec brio à dire non là c'est pas le moment, non là j'ai besoin de faire ci, là je suis pas d'accord, et dans le calme. Et en fait je me dis mais bien sûr, c'est ça la clé. Et j'ai observé aussi un ami pendant ses vacances faire pareil, poser des limites au calme, en étant ferme, mais voilà, en exprimant ce qui le mécontentait, et ce dont il avait besoin. Et je me suis dit, mais voilà, ça c'est vraiment mon challenge du moment. Et je trouve que c'est un super exemple aussi à donner à mon fils. Et du coup, sur le fond, ça me contrarie de me dire que en tant que femme, je suis pas capable de faire ça. C'est pas cool aussi de transmettre cette image-là. Ouais. Donc voilà. Du coup, mon défi de maman, c'est vraiment là d'être à l'écoute de mes besoins, et de faire comprendre à ma famille qu'il faut les respecter. Et effectivement, tant qu'on les verbalise pas, la personne en face ne veut pas les connaître. Ouais. C'est important à entendre. Ouais, et ça, je suis totalement d'accord. Mais il y a ce qu'on sait, et puis après le faire, c'est complètement différent, j'entends. Quand tu t'es présentée, t'as dit que t'aimais beaucoup lire. Oui. Un des derniers livres que t'as lu qui t'aurait marqué ? Un des livres que j'ai trouvé d'un côté important, mais en même temps violent, ça serait King Kong Theory de Virginie Despentes, qui m'avait vraiment parlé et attristée, et en même temps révoltée. Donc j'avais trouvé ça... j'avais aimé lire ce livre pour me confronter à ça. Et ensuite, j'ai lu 2 romans que j'ai trouvé super intéressants il n'y a pas longtemps. Un qui s'appelle Petite Salle, et un qui s'appelle Là où chantent les écrevisses. C'est des romans, mais avec une femme en personnage principal, et qui fait des trucs de fou,
qui a priori est victime au début et qui finalement n'est pas si victime que ça. Et j'aime aussi cette idée-là d'ambivalence et de potentiel. Et enfin, un qui régit ma vie quand même au quotidien, c'est les 4 accords Toltec, auxquels je pense quasiment tous les jours. Donc, de la lecture pour cet été. Ouais. Parfait. Pour terminer, quand est-ce que tu as été fière de toi pour la dernière fois et pour quelle raison c'était ? Alors, je suis souvent fière de moi, en vrai, si je suis honnête avec moi. C'est bien, c'est bien, il faut. Ouais, grâce à mon métier, quand je reçois des messages de clientes qui me prouvent que j'ai été utile et que je les ai aidées, que ce soit en médecine chinoise ou que ce soit en tant que doula, souvent en tant que doula, quand je reçois des retours, je suis trop fière, trop ravie d'avoir pu contribuer à rendre un moment charnière justement plus doux, plus fluide ou juste qu'il soit le mieux vécu possible, même s'il n'est pas doux ou fluide. Donc voilà. Et après, parfois, je me surprends à être fière de moi quand j'observe des qualités chez notre fils. Et je me dis, j'ai un peu l'orgueil de me dire « Oh, c'est peut-être un peu grâce à moi. » Mais oui. Je sais pas. On peut aussi se dire que c'est lui qui est juste super, mais voilà, ouais, parfois je me dis ouais, on a fait un super petit gars et voilà, ouais. Je suis fière de ça. C'est beau. C'est bien sûr que les enfants ont leur personnalité, mais c'est aussi tout ce que vous transmettez au quotidien. J'espère. Merci Ellie pour tous ces partages très sincères. Merci Clémentine. Et à bientôt. À bientôt, au plaisir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre 5 étoiles et à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour lui donner de la visibilité et permettre à d'autres femmes d'écouter ces histoires. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires ordinaires de femmes extra.